Une pauvre petite fille dormait lorsqu'elle découvrit que sa maison était en feu. Après avoir tenté d'échapper aux flammes, elle fut vivement critiquée. Réveille-toi, Émilie. Viens dire au revoir à tes parents avant qu'ils partent pour l'aéroport. La voix était douce et chaleureuse, comme le dernier rayon de soleil à travers une fenêtre d'hiver. Émilie s'agita sous la couette, ses petits bras enroulés autour d'un ours en peluche brun délavé, dont l'unique oreille pendait à peine. Elle cligna lentement des yeux, la lumière matinale se déversant à travers les rideaux comme du lait sur de la porcelaine bleue. À quelques jours de la rentrée scolaire après les vacances d'été, Émilie profitait des derniers matins de grasse matinée. Elle s'est assise. Est-ce qu'ils partent maintenant? Ils seront en retard s'ils ne le font pas. Ta mère fait déjà les 100 pas. Émilie enfila ses chaussons en forme de lapin près de son lit et traversa le couloir en traînant les pieds. Dans la cuisine, Lisa Whitman se tenait debout, son manteau ouvert et une tasse de voyage serrée dans une main. John était accroupi près de la porte, fermant sa valise d'une main tout en jonglant avec un appel téléphonique de l'autre. Sa voix était étouffée, mais pressée. Quand Émilie est intervenue, Lisa s'est immédiatement agenouillée et a repoussé les cheveux de sa fille de son visage. « Te voilà, petite endormie », dit-elle en déposant un doux baiser sur son front. « Maman et papa seront bientôt de retour, dans quelques jours, d'accord? Sois sage avec grand-mère. » Émilie hocha la tête, les yeux encore collants à cause du sommeil. « Je vais. » John raccrocha et s'approcha, la prenant dans ses bras. « Nous t'apporterons quelque chose du Mexique. Quelque chose de coloré, de bruyant et de totalement inapproprié pour l'heure du coucher. » Émilie gloussa. Lisa la regarda une dernière fois, son sourire ne parvenant pas à cacher la lueur dans ses yeux. Elle s'accroupit à nouveau et ajusta le col rose de la chemise d'Émilie. « Si tu allumes une des bougies parfumées avec grand-mère, n'oublie pas de la souffler avant de te coucher. D'accord? » Accord. Ils partirent dans un tourbillon de baisers et de cliquetis de clés. Puis la maison reprit son calme, celui que seules les maisons de grands-parents semblent connaître. Dehors, le vieux chêne craquait paresseusement au vent. Les feuilles jaunes claquaient contre la fenêtre de la cuisine. La ville, derrière leur clôture, s'éveillait lentement. Des portières de voitures claquèrent, un chien aboya 2 fois, puis le silence retomba. Plus tard dans la matinée, grand-mère et Émilie étalaient la pâte sur le comptoir. Une odeur de muscade et de beurre emplissait la cuisine. La vieille horloge du salon résonnait avec régularité, tel un battement de cœur patient. « Élargis-le un peu », dit grand-mère. « Comme ça. » Émilie suivit, ses petites mains imitant le mouvement. De la farine recouvrait son nez et ses manches. Muffin était assis dans un coin, appuyé contre un pot de bâton de cannelle, comme s'il veillait sur eux tel un gardien couvert de fleurs. Ils passèrent de la pâtisserie au pliage du linge, puis à l'arrosage des géraniums sur la véranda. Le rythme de la journée était simple et chaleureux, comme une musique dont on connaissait toutes les notes, même sans connaître leur nom. Grand-mère s'installa dans son vieux rocking chair juste avant le crépuscule. Émilie grimpa à côté d'elle avec un vieux livre d'histoire. « Pouvons-nous relire celle du courageux petit moineau? » « Bien sûr, » dit grand-mère en repoussant ses cheveux gris en arrière. « Ça a toujours été mon préféré. » Dehors, le ciel passa de l'or à la lavande. Un papillon de nuit tapota la vitre. Le monde se tut tandis que la page se tournait. Le moineau n'avait pas peur, lut grand-mère à voix basse. Non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il savait que même la tempête avait une fin. Le dîner était modeste mais parfait, un ragoût de carottes et du pain encore chaud du four. Lisa avait préparé la pâte la veille et l'avait laissée au réfrigérateur avec un mot disant « N'oubliez pas cette partie ». Ils mangèrent, la télévision coupée, laissant la lumière des bougies danser sur la table. Émilie riait quand la flamme vacillait chaque fois que grand-mère prenait le sel. « Est-ce qu'il a peur de toi ?» demanda-t-elle. Plutôt respectueuse, répondit grand-mère, les yeux pétillants. « Je suis plus vieille que le feu. » Après le dîner, Émilie prit son bain et enfila son pyjama. Muffin l'attendait sur son oreiller, tandis qu'une douce berceuse jouait dans la petite boîte à musique que son père avait préparée des années auparavant. Alors qu'Émilie se blottissait dans son lit, grand-mère entra et s'assit à côté d'elle. « Tu crois que le moineau était vraiment si courageux ?» demanda Émilie. « Je pense que le courage, c'est simplement faire ce qu'il faut, même quand on a les genoux qui tremblent, » répondit grand-mère. « Alors oui, je pense qu'elle l'était. Alors je veux être courageux aussi. »« Tu le es déjà, mon amour » murmura grand-mère en se penchant pour l'embrasser sur la joue. Les lumières s'éteignirent.
La maison s'enfonça dans la nuit. Dehors, le vent effleurait le bardage comme une pensée silencieuse. Grand-mère se tenait près de l'évier de la cuisine, vérifiant que la porte de derrière était verrouillée et que la cuisinière était éteinte. Elle s'arrêta près de la table, souffla la bougie et attrapa l'interrupteur. Elle fut frappée à mi-chemin où une soudaine oppression la serrait la poitrine. Sa main hésita à mi-hauteur. Elle agrippa le bord de la table, mais ses jambes fléchirent sous elle. Elle tomba silencieusement, comme un linge tombé. La faible lumière de l'horloge du poêle clignotait sur le sol près de son épaule. Sa main tremblait en rampant vers le téléphone posé sur la chaise. Elle l'attrapa et composa le 911. Une voix répondit, mais ses lèvres ne pouvaient plus former de mots. Tout se transforma en bruit, le vent dehors, le tic-tac de la vieille horloge, le faible bourdonnement du réfrigérateur. Et puis plus rien que le battement lent et long de son propre cœur, luttant pour tenir le coup. Le vent frôlait la fenêtre comme si quelqu'un murmurait un secret trop doux pour être saisi. Quelque part au loin, un arroseur de pelouse s'est mis à crépiter, son rythme décalé et étrangement réconfortant. Dans le silence, la ville était silencieuse, mais pas endormie. Elle observait, tel un vieux chien à la porte, pas tout à fait détendu. Émilie s'assit dans son lit. Il n'y avait aucune raison, pas de bruit, pas de cauchemar. Juste quelque chose dans l'air qui la tiraillait, comme un fil qu'elle ne se souvenait pas avoir noué. Elle jeta un coup d'œil vers la porte. Aucune lumière ne pénétrait dans le couloir. Aucune voix douce ne fredonnait dans la cuisine. Aucune pantoufle ne glissait doucement sur le parquet. Elle attrapa Muffin et le serra fort contre sa poitrine. L'appel est arrivé dès qu'Émilie est entrée dans la cuisine en chaussettes. Le combiné était froid contre sa joue, et la voix de sa mère résonnait au loin. « Chérie, j'ai quelque chose à te dire. Mais n'aie pas peur, d'accord ?» Émilie ne répondit pas. Elle resta plantée près de la table de la cuisine, où les serviettes de la veille étaient encore soigneusement pliées, comme grand-mère les laissait toujours. De petits carrés d'ordre domestique dans un monde qui semblait soudain un peu moins sûr. « Grand-mère a dû aller à l'hôpital hier soir, » dit Lisa. « Mais elle s'en sortira. Elle est suivie par de bons médecins. » Émilie ne répondit pas tout de suite. Elle regarda le couloir vide, le soleil n'effleurant que la dernière marche. « Tu es seule ?» demanda Lisa. Émilie hocha la tête, puis réalisa que sa mère ne pouvait pas le voir. « Oui. J'ai appelé Madame Donna, la voisine. Elle va prendre de tes nouvelles. Reste à l'intérieur, verrouille les portes et ne réponds pas si quelqu'un frappe, à moins que tu ne saches qui c'est. » Émilie serra Muffin plus fort. « Est-ce que grand-mère va bien ? Elle est entre de bonnes mains, et papa et moi sommes déjà sur le chemin du retour. » La voix de John s'interrompit, faible dans le haut-parleur. « Encore une nuit. Après ce soir, quand tu te réveilleras, je serai juste à côté de toi, d'accord ?» Émilie hocha à nouveau la tête. « D'accord. » Elle se versa un bol de céréales, y ajouta trop de lait et le regarda tremper les flocons jusqu'à ce qu'ils s'affaissent. La chaise en face d'elle resta vide, jusqu'à ce qu'elle aille chercher Muffin, le redressa avec une serviette pliée et posa une cuillère sur le bol devant lui. « C'est un peu bizarre, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Après le petit déjeuner, elle lavait la vaisselle, l'essuyait avec un des vieux torchons de grand-mère, puis pliait soigneusement ce même torchon et le replaçait près de l'évier, comme grand-mère le faisait toujours. Elle balaya le sol, même s'il n'y avait pas grand-chose à balayer. Puis elle s'assit sur la dernière marche et contempla le rayon de soleil poussiéreux ramper sur le tapis. Il n'y avait pas de musique. Pas de télévision. Juste le tic-tac régulier de l'horloge murale et le grincement occasionnel des vieux tuyaux. Vers midi, la sonnette retentit. Émilie jeta un coup d'œil à travers le rideau avant d'ouvrir. Madame Donna, avec son large chapeau de soleil et son pull bleu, se tenait debout avec un plat couvert et un sac en plastique. « Je t'ai apporté le déjeuner, dit-elle, et quelques autres choses que ta mère m'a demandé de déposer. » Émilie s'écarta. « Merci. »« Bien sûr, chérie. » Donna posa la nourriture sur le comptoir. « Lisa a dit que tu avais été très courageux. Elle est fière de toi. » Émilie baissa les yeux. « Je reste là, comme elle l'a dit. » « Eh bien, c'est tout ce que l'on peut demander, n'est-ce pas ?» Donna sourit et ouvrit le réfrigérateur, organisant les contenants comme s'ils étaient les siens. « Ta grand-mère est forte. Elle sera à la maison avant la fin de la semaine. » Après le départ de Donna, Émilie déballa le plat. Des macaronis au fromage, encore chauds.
Elle se rassit à table et fit semblant de renifler Muffin. Trop ringard pour toi, demanda-t-elle. Je vais manger les deux. L'après-midi traînait des pieds. Dehors, les nuages étaient d'un gris terne, épais et immobile. Émilie était assise près de la fenêtre, un livre ouvert sur les genoux, bien qu'elle eût lu le même paragraphe 4 fois sans s'en souvenir. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil par l'ouverture des rideaux. Rien ne bougeait. Puis quelque chose se produisit. Un scintillement. Une ombre derrière la clôture du jardin. Trop rapide pour être clairement discernable, juste un mouvement fulgurant, au ras du sol, comme si quelqu'un se baissait. Émilie se redressa, son cœur battant la chamade. Elle se pencha en avant, pressant son visage contre la vitre, essayant de la rattraper. Mais le jardin était immobile. Seul le vent dans la haie. Le balancement habituel des choses qui ne signifiaient rien. Pourtant, elle ferma complètement le rideau et s'éloigna de la fenêtre. Le soir arriva par à-coups. D'abord, la lumière changea, plus bleue, plus calme. Puis la maison sembla se courber légèrement, comme si elle se préparait à affronter l'obscurité. Émilie prépara un sandwich au beurre de cacahuète pour le dîner. Elle le mangea par petites bouchées, mâchant lentement, les yeux fixés sur la bougie vacillante, le geste habituel de sa grand-mère les soirs d'hiver. La fillette souffla la bougie parfumée. Elle se souvint de ce que maman avait dit à propos des bougies. Après le dîner, elle a vérifié toutes les portes. Verrouillées. Tournées. Testées. Puis elle éteignit les lumières une par une. Au pied des escaliers, elle regarda en arrière dans le couloir, les yeux posés sur la cuisine silencieuse et le salon vide. Elle monta dans son lit sans se brosser les dents, remonta la couverture sur son menton et murmura à Muffin. Juste ce soir. La maison était calme, mais pas du même calme que le matin. C'était différent. Il se pressait contre les fenêtres, planait aux abords de chaque pièce. Même Muffin semblait plus silencieux que d'habitude. Puis quelque chose flotta dans l'air, à peine perceptible. Une odeur. Ni forte, ni âcre, mais inconnue. Émilie fronça le nez et se redressa légèrement. Elle regarda autour d'elle et huma à nouveau l'air. C'était là. Faible et enfumé. Comme du pain grillé ou l'odeur d'une vieille allumette fraîchement grillée. Elle resserra la couverture autour d'elle, regarda la porte, écouta quelque chose. Mais la maison n'émettait aucun bruit. Peut-être que ce n'est rien, murmura-t-elle à Muffin. L'odeur persistait. Elle persistait, ni forte ni évidente, mais persistante, comme un murmure incessant. Émilie resta immobile une longue minute, écoutant ce silence qui faisait bourdonner ses oreilles. Ses doigts s'enroulèrent autour du ventre mou de Muffin. Et pour la première fois depuis le début du voyage, elle sentit quelque chose de plus froid que l'air de la nuit pénétrer dans sa poitrine. Elle balança ses jambes hors du lit. Le sol était frais. Ses orteils émirent à peine un bruit tandis qu'elle se dirigeait vers la porte. Elle l'ouvrit lentement. Le couloir était vide. La faible lueur de la veilleuse de l'étage vacillait faiblement, presque incertaine. Puis elle le sentit, plus fort. Du tissu brûlé. Non, c'était plus épais que ça. Le genre d'odeur qui persistait dans les vêtements, les cheveux. Elle se glissa jusqu'en haut des escaliers. C'est à ce moment-là qu'elle l'a vu. De la fumée grise et basse s'élevait du rez-de-chaussée comme une brume, mais plus épaisse. Elle tourbillonnait lentement, s'élevant avec une détermination constante. Émilie avait le souffle coupé. Elle fixait le paysage sans ciller, jusqu'à ce que ses poumons lui rappellent qu'il fallait bouger. « Grand-mère est à la maison », cria-t-elle, sa voix se brisant sur la deuxième syllabe. Pas de réponse. Pas de bruit de pas. Pas de réponse chaleureuse. Pas de tout dans la pièce d'à accent grave côté. Aucun bruit de porte arrière qui se ferme ou de bouilloire qui siffle. Il suffit de fumer. Et le tic-tac de l'horloge du couloir, désormais trop fort. Elle attrapa Muffin sous un bras et commença à descendre les escaliers. Mais son talon s'est accroché au bord de la troisième marche. Les secondes qui suivirent se succédèrent d'un coup. Son pied glissa. Son genou heurta du bois. Son coude racla la rampe. Puis une brûlure blanche lui traversa le tibia alors qu'elle atterrissait en un tas tordu et froissé, aux 2/3 de l'escalier. Elle ne cria pas. Elle en avait envie, mais l'air était lourd, lourd de cendre. Sa gorge se serra. Elle se redressa, ses jambes hurlant sous elle. Elle se mordit la lèvre si fort qu'elle sentit le goût du cuivre.
ne pleure pas, bouge. Elle s'appuya contre le mur, utilisant son épaule pour se stabiliser tandis qu'elle traînait son corps vers le hall d'entrée. La fumée était désormais partout, elle s'infiltrait sous la porte de la cuisine et s'enroulait à travers les plinthes. La porte d'entrée n'était qu'à quelques mètres, mais le couloir s'étendait comme un tunnel. La voix de son père résonnait faiblement dans sa tête, comme le faisceau d'un phare traversant le brouillard. Si quelque chose de grave arrive, sortez de chez vous et appelez le 911. N'attendez pas. Ne vous cachez pas, courez. Elle atteignit la porte, les mains cherchant la serrure. Ses doigts glissèrent. Elle toussa. Un rugissement violent. Ses genoux cédèrent à nouveau, mais elle ne tomba pas cette fois. Elle s'accrocha à la poignée de la porte, la tira vers le bas, la tourna. La porte a cédé. L'air de la nuit s'engouffrait, tranchant la chaleur comme de l'eau froide versée sur du fer. Émilie sortit en titubant sur le porche, les yeux larmoyants. Elle ne sentait même pas le ciment sous ses pieds nus, ni la brûlure sur sa joue causée par le frottement du mur de briques. Elle a juste déménagé. D'une manière ou d'une autre. Dans l'herbe, là où la fumée s'est éclaircie. Muffin pendait à son coude, son oreille était maintenant noircie. Elle fouilla dans la poche de son pyjama. Miraculeusement, le petit téléphone y était toujours. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle le déverrouilla. Elle appuya sur le bouton vert et le porta à son oreille, même si sa main ne cessait de trembler. Une voix répondit, calme et mesurée. 911, quelle est votre urgence? Émilie cligna des yeux, essayant de former des mots. Le monde vacillait devant elle, les couleurs flottant comme de l'huile dans l'eau. Sa voix sortait par à-coups, pas par phrases complètes, juste par morceaux. Le feu, ma maison, maman et papa ne sont pas à la maison. La voix de l'opératrice baissa, douce mais ferme. Tu vas bien, ma chérie? Tu es dehors? Émilie hocha la tête, puis se souvint. Oui, s'étrangla-t-elle. Dehors. Pieds nus. Ma grand-mère est à l'hôpital. Je suis seule. Je crois que quelqu'un. Elle n'a pas pu terminer la phrase. L'air avait un goût de plastique brûlé. Ses genoux fléchirent et elle s'assit durement sur la pelouse, se recroquevillant aussi petite qu'elle le pouvait. L'opératrice lui a dit que les secours arrivaient et lui a demandé de rester en ligne. Elle essaya, mais le téléphone lui glissa des doigts et atterrit dans l'herbe, toujours ouvert. Toujours en communication. Émilie était assise là, tremblante. De la fumée s'échappait de la porte d'entrée derrière elle comme une créature de l'ombre rampant librement. Quelque part au loin, une sirène retentit. Pas fort. Pas encore. Mais ça allait arriver. Et Émilie, les genoux serrés contre sa poitrine, dit la seule chose qu'elle parvint à dire à voix haute, sans s'adresser à personne en particulier. Je n'ai pas laissé la bougie allumée. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai soufflé. Si. Muffin était allongé sur ses genoux, à moitié recouvert de cendres. La nuit s'installait à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas le silence. Quand il l'aperçut à travers la haie, ce n'était qu'une lueur vacillante, pas jaune comme la lumière d'un Porsche, pas fixe comme une lampe allumée. Rouge. En mouvement. Sa main a frappé l'interrupteur du couloir. Donna. Donna, lève-toi. Quelque chose brûle. En quelques minutes, l'impasse s'est mise à s'agiter comme une ruche. Gérald était dehors, débranchant le tuyau d'arrosage. 2 voisins plus loin, quelqu'un a sorti de petits extincteurs. Une voix a crié d'appeler le 911, mais la ligne était déjà occupée. Les secours avaient été contactés. De la fumée s'échappait des vitres arrière des Whitman épaisses, grises et lentes. Un nuage étouffant qui ne s'accordait pas avec le calme du quartier. Émilie n'a pas été vue, a crié quelqu'un. Il y a peut-être encore un enfant à l'intérieur. Verna Collins a brûlé le feu rouge à l'angle de Shore et Fifth, les sirènes fendant la nuit comme du verre brisé. Incendie de bâtiment. Résidentiel. Mineur. Possiblement piégé, a déclaré le répartiteur à la radio. Karim Lopez vérifia l'adresse. Chez les Whitman. Tu te souviens du tapage que Frank a fait à leur sujet et au comité d'urbanisme au printemps dernier? Verna ne répondit pas. Il regardait droit devant lui, la mâchoire serrée. Ils sont arrivés moins de 5 minutes après l'appel. La maison semblait cracher du feu. Les voisins étaient rassemblés sur le trottoir, tenant des téléphones, des seaux, bref, n'importe quoi.
La fumée s'accrochait à la pelouse comme une seconde peau. Le porche d'entrée était brûlé et vide. Puis ils l'ont repéré. Près de la console de divertissement dans le salon, à travers une clairière dans la fumée, elle était là. Une fille. Petite. Assise. Ne bougeant pas beaucoup. Verna et Karim entrèrent sans un mot. Karim la rejoignit en premier, s'accroupissant. « Dis donc. Tu es avec moi. » Émilie leva les yeux. Ses yeux étaient vitreux, sa peau maculée de suie. Elle tenait Muffin dans ses bras. Ses jambes, en pyjama, étaient trempées de sang près du tibia. Ses lèvres remuèrent. « Maman, feu. » J'ai essayé. Je ne voulais pas. Verna était à leur côté. Sortons-la de là. Ils ne couraient pas. Ils avançaient avec régularité. Ils s'entraînaient. Verna la portait comme un objet ancien et fragile. Karim la guidait à travers la fumée mouvante. Émilie ne se débattit pas. Elle se pencha vers la poitrine du pompier, tremblante, les yeux mi-clos. Au moment où ils ont posé le pied sur l'herbe, les phares les ont éclairés. La voiture de John a dérapé et s'est arrêtée de l'autre côté de la route. Lisa était sortie avant que la pédale de frein ne rebondisse, courant pieds nus sur la pelouse. « Émilie! Émilie !» Son cri était rauque. Pas frénétique, mais primitif. Le genre de son qui n'arrive qu'une fois, et seulement en présence de quelque chose de vraiment insupportable. Verna se retourna. Émilie se tourna avec lui, juste assez pour voir le visage de sa mère. « Maman ?» Lisa tomba à genoux tandis que Verna plaçait doucement la fille dans ses bras. « Je suis désolée, » murmura Émilie. « Je crois que j'ai oublié la bougie. »« Non. Non, non, bébé. Tout va bien. Tout va bien. Maman est là. » John les enveloppa tous les deux, un bouclier contre tout le reste. Sa main couvrait l'arrière de la tête d'Émilie. Lisa l'embrassa, encore et encore, entre deux sanglots. « Je suis désolé de t'avoir quitté. Je suis désolé. » Verna, debout à quelques mètres, avait encore de la cendre sur ses manches. Il regarda la maison. Ce n'était pas la bougie. Lisa cligna des yeux. « Quoi ? » « Il y a de l'accélérateur. Je l'ai senti près de la porte de derrière. Ça ne venait pas du salon. Ça a commencé derrière la cuisine. » Karim hocha la tête à côté de lui. Ça sent l'huile à lampe, ou le gaz. C'était réglé. Le silence fut rompu par le claquement d'une porte. Frank Mallory se tenait au bord de sa cour, vêtu d'une robe, agitant un bras en l'air. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» aboya-t-il. « Ton feu vient de brûler mon treillis de rosier. Tu sais combien de temps ça a pris ? Certaines de ces plantes sont des héritages. » Lisa leva les yeux, toujours à genoux, les bras autour de sa fille. John se leva et s'avança. « Je suis désolé, Frank. Nous remplacerons ce qui a été perdu. Quoi que tu aies besoin, nous le réparerons. »« Remplacer » s'exclama Frank d'un ton moqueur. « Tu crois que c'est une question d'argent ? Ta fille a failli mettre le feu à tout le pâté de maison. Qu'est-ce qu'elle foutait avec le feu ?» La voix de John se crispa. Ce n'était pas elle. Alors qui ? Tu crois que les maisons s'éclairent toutes seules ? Daniels arriva juste à ce moment-là, s'interposant entre les hommes avec un calme habituel. « Monsieur, dit-il à Frank, nous avons besoin de votre déposition. Il y a des signes indiquant qu'il pourrait s'agir d'un incendie criminel. » Incendie criminel. Frank croisa les bras. « Ne me blâme pas. Je dormais. »« Nous ne blâmons personne pour l'instant, » dit Daniels, ses yeux se posant sur l'arrière des pantoufles de Frank, où de petites particules de cendre s'accrochaient aux semelles en caoutchouc. Lisa rapprocha à nouveau Émilie. Verna se tourna doucement vers Daniels. « Il y a de la cire fondue sous la fenêtre de la cuisine. Quelqu'un a utilisé une bougie pour l'allumer, pas une bougie parfumée. Un de ces bâtons de survie. » Daniels hocha lentement la tête. « Faites un balayage complet du périmètre. Et vérifiez les traces de pas dans le jardin seulement. » Les flammes avaient été maîtrisées. La maison était debout, noircie par endroits, ses fenêtres soufflées, mais elle était toujours là. Émilie était maintenant assise à l'arrière de l'ambulance, la jambe bandée, une couverture propre enroulée autour de ses épaules. Muffin avait été dépoussiérée et reposait à côté d'elle.
Lisa ne lui avait pas lâché la main une seule fois. Le feu était éteint. Mais quelque chose d'autre avait commencé. Quelque chose d'encore invisible, mais en mouvement, comme de la fumée sous une porte. Cela faisait une semaine. Et pourtant, l'odeur de fumée persistait partout, les coins des tiroirs, les coutures des coussins du canapé, et même les pages des livres du sac à dos d'Émilie. Cela vivait dans ses cheveux, peu importe combien de fois Lisa les rinçait doucement avec du shampoing à la lavande. Émilie était retournée à l'école lundi. Lisa lui avait demandé à 2 reprises ce matin-là, une fois à la table du petit déjeuner et une autre fois dans la voiture, si elle était sûre. Émilie hocha la tête à chaque fois. Trop petite, trop polie pour dire à voix haute ce qu'elle ressentait vraiment. La première moitié de la journée s'est déroulée au ralenti. Les enfants regardaient fixement. Ils murmuraient. Quelques-uns étaient gentils. D'autres étaient curieux du genre cruel. Pendant le déjeuner, quelqu'un a glissé un papier plié dans son casier. Elle l'ouvrit avec de petites mains incertaines. Un dessin enfantin. Une maison en feu. À côté, un bonhomme allumette avec des cheveux longs et de gros X rouges pour les yeux. Une fille murmura près de son coude, « C'est ce qui arrive quand on est mauvais avec les bougies. » Émilie n'a rien dit. Elle plia la photo une fois, puis une autre fois, et la mit dans sa poche. Ses mains tremblaient. Dans la salle de bain après le cours, elle s'assit sur le bord du lavabo, la jambe de son pantalon retroussée, essuyant doucement le bord de la croûte en voie de guérison avec un mouchoir humide. Elle grimaça quand le sang refit surface. Juste un peu. La porte s'ouvrit en grinçant. Lisa se tenait sur le pas de la porte. Arrivée tôt pour la chercher, elle avait trouvé la salle de classe vide. Émilie ? La fille n'a pas levé les yeux. Elle continuait à tamponner, prétendant que la piqûre dans sa jambe importait plus que la boule dans sa gorge. Lisa s'avança lentement. Chérie. Émilie regarda enfin. Ses joues étaient roses, non seulement à cause de l'effort, mais aussi à cause d'une émotion brûlante et inexprimée. J'ai fait attention, dit-elle. Je l'ai soufflé. J'ose avoir je l'ai fait. Lisa n'a pas répondu avec des mots. Elle s'assit à côté d'elle sur le banc froid de la salle de bain, tirant Émilie dans ses bras comme si elle avait à nouveau 6 mois. Pendant un moment, aucun d'eux ne dit rien. Puis la voix d'Émilie arriva, douce et plate. Et si c'était été moi ? Lisa cligna des yeux. Quoi ? Et si j'oubliais ? Et si je pensais l'avoir soufflé, mais que ce n'était pas le cas ? Elle baissa les yeux vers Muffin, serrés contre sa poitrine. Est-ce que tu me tiendrais encore comme ça ? Lisa n'a pas hésité. Je te serrerai plus fort. Lors de la réunion du conseil scolaire cette semaine-là, Mademoiselle Mary Blake a demandé à prendre la parole. Elle se tenait devant la classe pendant les cours du matin avec une autorité calme et posée. Laissez un commentaire avec le mot « pastèque » si vous êtes un jour père. Si vous avez cette histoire un jour impair, écrivez « Cantalou ». Les enfants étaient agités. Quelqu'un rigola. Un autre froissa un papier de bonbons. J'ai besoin que tu m'écoutes. Ils ne l'ont pas fait. Du moins pas tout de suite. Alors elle a essayé quelque chose de différent. Elle a sorti une photo. Une vieille photo. Son propre chien, Murphy, assis sous une pluie battante dans une veste jaune. Voici Murphy. Le lendemain de l'incendie de notre maison, quand j'avais 10 ans. Il a eu peur pendant des semaines, non pas parce qu'il s'était blessé, mais parce qu'il pensait avoir fait quelque chose de mal. Silence. J'ai entendu dire que certains d'entre vous disaient des choses sur Émilie. Émilie se rétrécit sur sa chaise. Mademoiselle Blake ne la regarda pas. Laissez-moi le dire clairement. La bravoure ne ressemble pas toujours à celle des pompiers ou des capes. Parfois, c'est une fille qui reste assise sans bouger alors que tout le monde la pointe du doigt. Parfois, il s'agit de survivre à quelque chose, sans se mettre en colère en retour. Elle se tourna vers le tableau. Cette classe ne tolère pas la cruauté déguisée en curiosité. Pas maintenant. Jamais. Personne n'a parlé. Mais Émilie entendit un ou deux cahiers se fermer un peu plus doucement que d'habitude. Ailleurs en ville, une autre scène se déroulait. Frank Mallory était assis au poste de police, une tasse de café vide à côté de lui, les bras croisés. « Je veux déposer une réclamation », dit-il sèchement. Dommage matériel. Détresse émotionnelle. Mes précieux listes sont grillés, vous savez.
Est-il si difficile de cultiver des hibiscus aussi volumineux sous ce climat? Daniels ne parut pas impressionné. Frank tapota le bureau. J'ai prévenu le conseil d'urbanisme l'année dernière. Je leur ai dit que la famille était source de problèmes. Tu dis que l'incendie est de leur faute, demanda Daniels en griffonnant sur son bloc-notes sans lever les yeux. Les enfants et les bougies ne font pas bon ménage. Et à mon avis, Lisa est trop douce avec cette fille. Aucune discipline. Aucun respect. Daniels leva finalement les yeux. Frank, étais-tu à la maison ce soir-là? Je dormais. Tu n'as rien vu. Je l'ai senti quand il était trop tard, comme tout le monde. Daniels tapota 2 fois ses notes avec son stylo. D'accord. Frank poussa les papiers sur le bureau. Je m'attends à ce que ça avance vite. La communauté nous observe. Personne ne veut d'un enfant qui joue avec le feu vivant à côté. Daniels ne répondit pas. Il glissa simplement le formulaire dans un dossier, se cala dans son siège et ne dit rien. Ce soir-là, à la maison, Lisa se tenait devant la porte de la chambre d'Emily, à l'écoute. Elle parlait doucement. Emily murmurait encore à Muffin. Lisa ne comprit pas les mots, mais elle reconnut le ton en ce murmure particulier d'une enfant qui essaie de se réconforter. C'est à ce moment-là que Lisa ouvrit la porte, entra tranquillement et s'allongea à côté d'elle sans un mot. Emily ne parla pas tout de suite. Elle se retourna et pressa son visage contre la poitrine de sa mère. « Si c'était moi, marmonna-t-elle, je veux quand même que tu sois fière de moi. » Lisa l'embrassa sur le front, sa voix se brisant un peu. « Je suis déjà fière de toi. » Le tableau des preuves du commissariat était devenu encombré, photos, impressions, cartes, le tout soigneusement rangé. Des fils rouges s'y rassemblaient comme des veines. Au centre, le plan de la maison Whitman, tracé au feutre bleu épais. Des flèches traçaient le trajet de la chaleur. Des chronologies avaient été griffonnées avec l'écriture serrée de Daniels. Ray Hudson se pencha, les bras croisés, les yeux plissés. « Il nous manque une pièce. » Daniels ne répondit pas. Il regardait à nouveau la vidéo enregistrée par la caméra de sécurité de la véranda de Madame Thompson. Les images granuleuses scintillaient, comme le font souvent les caméras de surveillance, des couleurs trop vertes, des ombres qui sautaient. Mais la silhouette était suffisamment nette. 21h12. Un homme a franchi la brèche dans la clôture de l'arrière-cour et est entré dans la propriété Whitman. Il porte quelque chose, dirait. Daniels hocha la tête. Trop long pour être une lampe de poche. Ça ne bouge pas comme un outil. Ray plissa les yeux. Une lanterne? Daniels a mis l'image en pause et l'a agrandie. Frank Mallory. Même de profil, même dans l'infrarouge délavé, la silhouette était reconnaissable entre toutes, l'épaule voûtée, l'angle du coude, la démarche paresseuse et trop confiante d'un homme qui ne pense pas que quelqu'un le regarde. Daniels s'est penché en arrière sur sa chaise. Rejoue-le. Le lendemain matin, Bobby Lan les a rencontrés sur le parking derrière sa quincaillerie. Je ne pensais pas que cela avait de l'importance, dit-il nerveusement en se grattant la nuque. Daniels lui a donné du temps. Enfin, c'est Frank. Il achète toujours des trucs, de la peinture, du fil de fer, des produits antiparasitaires. Bobby jeta un coup d'œil vers le garage ouvert. Mais 2 jours avant l'incendie, il est venu demander des bougies d'extérieur. Des grosses, à la citronnelle. Mais il ne voulait pas de l'odeur. Il a dit qu'il en avait besoin pour une fête tranquille dans le jardin. Y a-t-il quelque chose d'inhabituel dans ce qu'il a acheté, demanda Ray. C'était des bougies de survie. Robustes. Conçues pour le camping ou les pannes de courant, pas celles qu'on utilise pour la décoration. Il ne m'en restait que quelques-unes, je les avais gardées en réserve. Il les a toutes prises. Daniels a pris des notes dans son livre. Bobby hésita. Il a payé comptant. Bien sûr qu'il l'a fait, marmonna Ray. Jeudi après-midi, Daniels et Ray se sont assis avec Dave et Ronnie au bar O'Malley. Ronnie leva les yeux du verre qu'il nettoyait. Frank? Dave rit entre ses dents. Vous déterrez des squelettes ou vous chassez juste des mouches? Daniels ne sourit pas, on suit une piste. Eh bien, tu sais que Frank se plaint de cette famille depuis le printemps dernier, dit Ronnie. Il n'arrêtait pas de parler du comité de zonage, de la clôture. Il disait qu'il lui avait volé son terrain avec des papiers de luxe et de fausses larmes. Dave se pencha en avant. Il y a environ un mois,
Il s'est enflammé, vraiment enflammé, et a dit quelque chose à propos de leur offrir un feu de joie qu'ils n'oublieront pas. Nous pensions qu'il parlait d'un tas d'ordures ou d'une farce. Rehaussa un sourcil. Il a utilisé le mot « feu de joie ». Dave hésita, puis hocha la tête. Il a dit qu'il avait des allumettes et de la patience. Daniels ferma lentement son carnet. Tout s'accumulait désormais dans la même direction. De retour à la caserne, Vernet et Karim Lopez effectuèrent une dernière inspection de l'intérieur. Ils se tenaient côte à côte près de ce qui restait de la cuisine. « Tu vois comme le motif se plie à partir d'ici » Vernet désigna la plainte le long de la porte arrière. Le bois était carbonisé, formant une ligne courbe. Karim hocha la tête. Ça pousse vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Ça veut dire que l'allumage a commencé ici, pas à l'intérieur. Exactement. Impossible qu'une bougie parfumée dans le salon puisse projeter un tel arc électrique sur deux murs intérieurs. Et là. Il désigna la trace de suie juste au-dessus du carrelage, regardez comme elle a fleuri. C'est dû à une étincelle de vapeur d'huile. Karim fouilla dans le sac de preuve et en sortit un cylindre en fer blanc déformé. J'ai récupéré ça sous le buisson près de la fenêtre arrière. La mèche est encore intacte. Bougie, comme Bobby l'a décrite. Vernet fronça les sourcils. Quelqu'un l'a allumée, l'a coincée dans la fente de la fenêtre et l'a laissée atteindre le rideau. Aucune vitre n'a été brisée. Le rideau pendait probablement assez bas. Il n'a fallu qu'une minute de flamme, et le courant d'air a fait le reste. Ce soir-là, Daniel s'était assis dans son bureau, les dossiers ouverts, le café refroidissant près de la fenêtre. Il avait ce dont il avait besoin. Motif, perte amère du zonage et tension croissante entre voisins. Moyen, bougie de survie, résidu de parfum d'huile. Opportunité, présence confirmée dans l'arrière-cour via des images de surveillance. Attitude, éclat public, menace entendue au bar. Ailleurs, aucun. Il s'est penché en arrière sur sa chaise et a tapoté le stylo contre sa lèvre. Frank Mallory, dit-il à voix haute. Ray est entré, tenant une nouvelle série de photos. Nous avons comparé l'empreinte de la chaussure. Elle correspond aux vieilles bottes de jardin de Frank. Taille, usure, même le bord ébréché du talon. Daniel hocha lentement la tête. Faisons-le revenir, dit-il, mais pas pour des questions. Ray s'arrêta à la porte. Tu crois qu'il va s'enfuir? Daniel leva les yeux fixes. Je pense qu'il va mentir. Mais cette fois, on a déjà dépassé ça. Cette nuit-là, Lisa trouva Emily recroquevillée sur le canapé, les yeux rivés sur la douce lueur de l'économiseur d'écran de la cheminée sur le téléviseur. Elle n'a rien dit. Elle s'est juste assise à côté d'elle. Au bout d'un moment, Emily murmura, « Le muffin ne sent plus la fumée. » Lisa sourit faiblement. « Non. Il sent à nouveau ton odeur. » Emily hocha lentement la tête. Et le feu, même sous forme numérique, dansait sans crainte. Le couloir de l'hôpital s'étendait devant nous comme une question à laquelle personne ne voulait répondre. Emily serra Muffin contre sa poitrine tandis qu'elle et Lisa sortaient de l'ascenseur. Sa petite main serrait celle de sa mère, non pas par peur de se perdre, mais parce qu'elle avait besoin de quelque chose de réel à quoi s'accrocher, de quelque chose de chaud dans un monde qui sentait encore légèrement la cendre et le désinfectant. Chambre 207. Lisa s'arrêta à la porte. « Tu es prête ?» Emily hocha la tête, même si ses pieds ne bougèrent pas. La porte s'ouvrit dans un murmure. À l'intérieur, la lumière filtrait à travers les stores en douces rayures fatiguées. Les machines bipaient à un rythme calme. Dans le lit, Heather Whitman paraissait plus petite, enveloppée dans des draps blancs immaculés. Mais ses yeux s'illuminèrent dès qu'elle vit sa petite fille. « Emily » souffla-t-elle, sa voix pleine de tous les mots qu'elle n'avait pas pu dire la nuit de l'incendie. Elle ouvrit une main, faible, mais ferme. « Viens ici, mon cœur. » Emily bougea sans un mot. Elle grimpa prudemment au bord du lit, serrant Muffin entre elles, comme pour empêcher l'espace de paraître trop grand. Puis ses doigts trouvèrent ceux de sa grand-mère, et elle s'accrocha comme s'ils allaient lui échapper. « Je pensais que personne ne viendrait, » murmura-t-elle. Le pouce de Heather effleura ses jointures, lentement et chaleureusement. « Mais quelqu'un l'a fait, n'est-ce pas? » Je me suis souvenu de ce que maman avait dit. J'ai couru. J'ai appelé. Mais j'avais tellement peur. Heather sourit, pas de la manière dont les gens font preuve de politesse,
mais de celle qui vient de quelque chose de profond, comme la vérité. Bien sûr que tu avais peur. Être courageux ne veut pas dire ne pas avoir peur, et aime. Ça veut dire que tu as traversé le feu quand même. Ça veut dire que tu as survécu. Le menton d'Émilie tremblait. Je ne me sentais pas courageuse. Mais tu le es, dit doucement Heather. Tu es la fille la plus courageuse que j'ai jamais connue. Le silence qui suivit fut doux, mais lourd, comme une couverture enroulée autour d'eux deux. Plus tard, dans le couloir, Émilie était assise en tailleur sur l'un des bancs près de la fenêtre, dessinant tranquillement dans un cahier. Lisa se tenait à proximité, les bras croisés, regardant sa fille dessiner la chambre d'hôpital, la fenêtre, le lit, la courbe de la main de sa grand-mère. Elle ne dit rien. Émilie non plus. Mais quelque chose entre elles était en train de guérir. Cet après-midi-là, la sonnette retentit. De retour à la maison, Lisa l'ouvrit et trouva Vernet sur le porche, tenant un dépliant de la caserne des pompiers et l'air un peu plus maladroit que d'habitude. « Je ne suis pas là pour affaires, dit-il rapidement. Je me demandais juste si Émilie aimerait passer à la gare. On lui a organisé une petite visite. Rien de bien spécial, quelques camions, un casque à sa taille et une mission pour sauver un ours en peluche. » Lisa sourit. Elle est à l'intérieur. Je vais lui demander. Émilie est arrivée à la porte, hésitante. Vernet s'agenouilla à hauteur des yeux. Tu es d'humeur à voir où les gens qui courent après le feu passent leurs après-midi. Émilie regarda sa mère, puis Muffin, puis Vernet. Finalement, elle hocha la tête une fois. La caserne était plus fraîche qu'elle ne l'avait imaginé. Les échos rebondissaient sur les hauts plafonds. Le camion de pompiers brillait comme un dragon rouge cerise. L'équipement aligné au mur semblait trop grand pour être porté. Mais là, l'attendant, se trouvait un petit casque avec le mot cadet écrit au marqueur argenté, un manteau de pompier avec les manches retroussées et une petite carte dessinée au crayon avec une étoile en gras étiquetée le dernier emplacement de Muffin. La mission est simple, dit Karim Lopez avec un sourire tendre. Vous êtes le sauveteur. Il est la victime. Émilie s'est habillée. Ses bottes s'affaissaient légèrement lorsqu'elle marchait. Son casque penchait sur le côté à chaque fois qu'elle se retournait. Mais cela ne la dérangeait pas. Elle suivit la carte à travers un labyrinthe de tapis en mousse et de tunnels en carton, rampant à quatre pattes. Ses genoux lui faisaient mal. Son coude raclait un coin. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle a trouvé un muffin enveloppé dans une serviette derrière une boîte étiquetée FLAMMES. Elle l'attira contre elle et cria « Sauvetage terminé ». Les applaudissements des pompiers étaient doux, mais pleins, pas forts, juste assez. Plus tard, elle s'assit à l'arrière du moteur, casque enlevé, les cheveux collés à son front par la sueur. Vernet la rejoignit avec 2 briques de jus. Lors de mon premier incendie, dit-il, j'étais sûr de m'évanouir. Je n'arrivais même pas à enfiler mes gants. Émilie cligna des yeux. Vraiment? Il hocha la tête. J'ai essayé d'avoir l'air cool. Pas du tout. Mais j'ai couru quand même. Tu avais peur? Terrifiée. Émilie regarda Muffin. Mais tu l'as fait. Être courageux ne signifie pas que la peur disparaît, a déclaré Vernet. Cela signifie qu'on y va quand même. Cette nuit-là, après le dîner, après le bain, après que Lisa lui ait embrassé le front et éteint la lumière, Émilie a sorti son livre de survivante dessous son oreiller. Elle alluma sa lampe de poche et ouvrit une nouvelle page. Elle n'a pas écrit grand-chose, juste une phrase. Aujourd'hui, j'ai vu la lumière à l'intérieur du feu, et cela ne m'a pas effrayée. Elle dessina une petite flamme à côté, et à côté, une petite fille tenant un ours. Puis elle a éteint la lumière. En bas, Lisa sirotait son thé et regardait par la fenêtre la cour tranquille. À l'étage, dans la pièce qui sentait autrefois la fumée, un enfant dormait enfin sans peur. Émilie ne parlait pas. Elle pressait son visage contre le cou de Lisa, serrant sa mère dans ses bras. Lisa la tenait comme pour rassembler chaque morceau brisé et le remettre délicatement à sa place. Sa main caressait l'arrière de la tête d'Émilie. « Tu comprends maintenant » murmura Lisa d'une voix basse et posée. « Ce n'était pas ta faute. Ça ne l'a jamais été. » La voix d'Émilie était faible, étouffée par l'épaule de sa mère. Mais je me suis dit, peut-être que j'avais fait quelque chose de mal. Lisa lui embrassa la tempe. « Non, ma chérie. Tu as fait quelque chose de bien. Tu as survécu. Tu as été forte.
tu as été courageuse quand personne d'autre ne pouvait l'être. Ce soir-là, tandis que la ville bourdonnait d'actualités, d'opinions et de jugements chuchotés, Émilie était assise tranquillement à son bureau. Elle sortit son carnet de survie. Les pages sentaient encore légèrement le crayon et la poussière. Elle feuilleta ses croquis, la page où elle avait écrit « Aujourd'hui, j'ai vu la lumière dans le feu », jusqu'à tomber sur une page blanche. Elle prit son stylo. Cette fois, les mots lui vinrent facilement. L'incendie n'était pas de ma faute. Je ne suis pas fait de fumée. Je suis fait d'étoiles. Sous ces mots, elle a dessiné une nouvelle image, une flamme avec des ailes. Dehors, la nuit pressait doucement la vitre, mais à l'intérieur, Émilie se sentait bien. Entière. Le genre de chaleur qui ne vient pas du feu, mais de quelque chose de meilleur, de la vérité, de l'amour et de la certitude que même les masques les plus douloureux finissent par tomber. Le soleil était doux ce matin-là, de celui qui réchauffait les fenêtres sans trop solliciter le jour. De celui qui donnait l'impression que le silence était un choix. Émilie était assise à la table de la cuisine, les jambes repliées sous elle, tandis que l'infirmière Hélène Moore déballait une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvaient des crayons de couleur, des pierres lisses et une pile de papier épais et crémeux qui sentait légèrement la lavande. « On n'est pas obligé de parler aujourd'hui », dit doucement Hélène en posant un bocal de boutons. « Mais si tu veux dessiner, j'aimerais bien voir à quoi ressemble ton monde maintenant. » Émilie ne répondit pas. Elle tendit simplement la main, effleurant les crayons de couleur. Elle choisit d'abord le vert, puis le jaune. Elle commença à dessiner une maison non pas telle qu'elle était maintenant, mais telle qu'elle était autrefois, et peut-être telle qu'elle pourrait redevenir. Le toit était stable. Les fenêtres étaient ouvertes. Il y avait des fleurs devant de grandes fleurs roses comme celles que grand-mère cultivait. Et dans le jardin, sous un soleil radieux qui semblait détenir un secret, se tenait une petite fille aux cheveux en bataille et aux yeux écarquillés. Hélène observa silencieusement l'image prendre forme. Quand Émilie releva enfin les yeux, elle murmura « Il n'y a pas de fumée dans celle-ci ». Hélène hocha la tête d'une voix douce comme un grelot. C'est parce que celle-ci parle de ce qui est encore là. Pas de ce qui a été pris. Plus tard dans la semaine, Mary Blake est passée lui apporter un petit cadeau. J'avais un cahier comme celui-ci quand j'étais petite, a-t-elle dit en le tendant à Émilie dans un simple sac en papier craft. Ce n'est pas pour les devoirs. C'est pour travailler son cœur. Émilie l'ouvrit lentement. La première page était blanche. La seconde ne contenait que 5 mots, écrits de la main soignée de Marie. Écrivez une bonne chose. En dessous, tous les jours, même les plus difficiles. Émilie passa ses doigts sur la page comme si elle était en verre. Cette nuit-là, elle écrivit. Aujourd'hui, j'ai dessiné le soleil et il est resté. La semaine suivante, pendant la récréation, un garçon aux taches de rousseur et aux ongles sales s'approcha d'elle derrière la balançoire. C'était Peter, l'un des enfants qui avait chuchoté trop fort le jour de sa rentrée. Il se tenait maladroitement, tenant quelque chose derrière son dos. « J'étais méchant », a-t-il dit, parce que j'avais peur. Émilie ne répondit pas. Elle le regarda simplement, attendant. Peter gigota, puis tendit un camion de pompiers miniature. Ses roues étaient rayées, l'échelle manquante, mais il était propre et bien entretenu. « C'était à moi, mais je pense que c'est toi qui es courageux maintenant. » Alors, ça devrait être à toi. Émilie le prit à 2 mains. Elles ne dirent ni « merci » ni « pardon ». Elles restèrent là une seconde, puis se dirigèrent ensemble vers le bac à sable et commencèrent à construire un château qui ressemblait étrangement à une caserne de pompiers. Le temps s'est écoulé en morceaux. Chaque jour, Hélène arrivait avec de nouveaux outils, du papier texturé, de l'argile à presser, des petits puzzles en bois sans bonne réponse. Elle ne se pressait jamais. Parfois, elle ne parlait pas du tout. Mais les dessins ont changé. Le ciel s'éclaircit. Les fleurs s'épanouirent plus généreusement. Et finalement, la fille dans le coin se remit à sourire. Un mardi, Émilie a dessiné la chaise de sa grand-mère près de la fenêtre, grand-mère assise, muffin sur le tapis, Lisa tenant un arrosoir. Dans un coin, elle s'est ajoutée, tenant un carnet avec des étoiles sur la couverture. Elle le désigna du doigt tandis qu'Hélène regardait. « C'est le livre dans lequel j'ai mis les choses qui sont restées », dit doucement Émilie. Hélène sourit. « Alors, ça veut dire que la guérison a déjà commencé. » À l'école, Émilie s'est remise à rire pas bruyamment ni négligemment, mais par petits éclats qui lui échappaient quand elle ne se surveillait pas. Elle jouait à la marelle.
Elle courait après les papillons. Elle répondait aux questions en classe. Et un matin, pendant l'heure du conte, elle a levé la main et a dit « Je veux vous raconter tout ce qui s'est passé cette nuit-là ». La salle se tut. Le professeur hésita, puis acquiesça. Émilie se leva, serrant Muffin dans ses bras, et parla d'une voix claire. Il faisait vraiment noir. Je n'arrivais plus à respirer. Mais je me suis souvenu de quelque chose que maman m'avait dit, et j'ai couru. C'est comme ça que je suis sorti. Pas de larmes. Juste la vérité. À la maison, Lisa se tenait près de l'évier de la cuisine, pliant des serviettes. Elle regardait par la fenêtre et regardait Émilie courir avec Peter et quelques autres enfants. Sa tresse rebondissait derrière elle comme un ruban au vent. John s'approcha d'elle et s'essuya les mains. Elle sourit, dit-il. Elle grandit. Lisa murmura, elle est en train de guérir. John hocha la tête. C'est toujours notre bébé. Lisa s'appuya contre son épaule. Mais oui, elle devient quelque chose de plus. Ce soir-là, Émilie a ajouté une nouvelle entrée à son carnet. J'ai ri 3 fois aujourd'hui. 2 fois, c'était vrai. La 3e m'a surpris. Elle dessina une fleur à côté la préférée de grand-mère. Puis, juste sous le titre, elle avait écrit en lettres soignées en haut de la page. Le livre de la survie. Elle a écrit une ligne de plus. Tous les feux ne brûlent pas. Certains vous apprennent simplement à quel point vous êtes fort. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'allait pas chercher la veilleuse. Elle ne vérifiait pas les recoins de la pièce. Elle se blottit simplement sous la couverture, serra Muffin contre elle et laissa le silence l'envahir. Cette fois, le silence n'était pas vide. C'était la paix. C'était à la maison. Suite dans le message suivant, place de la ville et scène de dédicace. Voici la suite de votre histoire réécrite, poursuivant avec la clarté émotionnelle, l'imagerie vivante et le sens fidèle. Le soleil matinal inondait la ville comme une douce berceuse au doux, doré et silencieux. Il caressait les toits, réchauffait les trottoirs, réveillait les fleurs et adoucissait même les ombres. Il n'y avait pas de vent, seulement le silence constant de l'attente. Ce n'était pas juste un autre matin sur la place. Aujourd'hui, quelque chose de nouveau est en train de naître. Une petite foule s'était rassemblée à l'extrémité de la place de la ville, où les haies avaient été taillées et où une parcelle d'herbe autrefois oubliée abritait désormais quelque chose de différent. Un parc, modeste et ouvert, mais rayonnant à sa manière tranquille. L'herbe fraîche s'étendait comme un doux paillasson. Des bancs blancs s'incurvaient autour d'une clairière circulaire. Les enfants sautillaient le long des allées de pierre où flottait encore une légère odeur de mortier. Au centre, sous une arche de rosier en fleurs, se dressait un piédestal de granit lisse. Sur celui-ci, scintillant au soleil, était fixée une plaque de bronze. L'inscription disait « En l'honneur d'Emily Whitman, qui n'a pas faibli dans l'incendie ». Les gens se tenaient côte à côte, lisant en silence. Quelques-uns murmuraient les mots à voix haute. Enseignants. Voisins. Parents. Étrangers. Chaque visage avait sa propre histoire, mais à ce moment-là, tous les regards se tournèrent vers un seul nom et vers une petite silhouette assise tranquillement au premier rang. Émilie. Sa robe jaune flottait à l'ourlet, légère comme un duvet de pissenlit. Muffin, fraîchement brossée, se blottissait dans ses bras. Autour de son poignet se trouvait un bracelet de boutons, cadeau de l'infirmière Hélène. Un ruban jaune était noué dans sa tresse, juste au-dessus de sa nuque. Mais ce ne sont pas ses vêtements qui ont attiré l'attention des gens. C'étaient ses yeux, fixes, silencieux et présents. Elle ne se cachait plus derrière sa mère. Lisa s'assit à côté d'elle, la main dans la sienne. John se tenait à ses côtés, protecteur mais paisible. Tous les trois formaient un cadre autour d'une vérité simple. Leur famille avait été mise à l'épreuve. Brisée. Refaite. Et ils étaient toujours debout. Le maire s'avança le premier. Sa voix était chaleureuse, posée, pleine de grâce. Mais lorsqu'il regarda Émilie, elle s'adoucit. Parfois, a-t-il dit, les plus petits d'entre nous font preuve d'une grande force. Parfois, il suffit de la voix d'un enfant pour rappeler à toute une ville ce qu'est le courage. Puis il s'écarta. Et tous les regards se tournèrent vers Émilie. Le micro paraissait énorme. La marche jusqu'au podium me parut plus longue qu'elle ne l'était en réalité. Lisa serra doucement la main de sa fille, puis la relâcha. Émilie se leva.
Chaque pas qu'elle faisait était silencieux, mais certain. Elle est arrivée sur scène, a légèrement ajusté le micro et s'est éclairci la gorge. « Salut », dit-elle d'une voix faible mais forte. « Je m'appelle Émilie, et j'ai été prise dans un incendie. Un gros incendie. Il a plongé tout dans le noir pendant un moment. Pas seulement dehors, mais ici aussi. » Elle toucha doucement sa poitrine. « Avant, je pensais qu'être courageux signifiait ne jamais avoir peur, » a-t-elle poursuivi. Mais ce n'était pas vrai. J'avais peur. Vraiment peur. Mais je me suis souvenu de ce que maman m'avait dit. Je me suis souvenu des gens qui m'aimaient, et j'ai couru. J'ai appelé. J'ai continué. Elle marqua une pause. La foule se pencha. Et maintenant je sais, être courageux signifie simplement faire la bonne chose, même lorsque vos genoux tremblent. Elle regarda les enfants au premier rang. Certains l'avaient autrefois taquiné. D'autres étaient restés silencieux. Mais aujourd'hui, tous la regardaient comme s'ils la voyaient pour la première fois. « Je n'ai plus peur, dit-elle. Parce que je ne suis pas seule. » Les applaudissements ont commencé, pas très forts au début, mais réels. Il a grandi, se repliant sur lui-même comme une vague. Bientôt, toute la place applaudissait. Non pas par obligation. Mais par quelque chose de plus profond, la reconnaissance. Le respect. Au fond, près de l'Arche de Rose, Werner Collins et le chef Daniel se tenaient côte à côte. Ils ne parlaient pas. Ils n'en avaient pas besoin. Ils échangèrent un hochement de tête lent et silencieux, le genre de hochement de tête que font ceux qui ont vu le pire, et qui croient encore au meilleur. Après les discours, la foule commença à se disperser. Les enfants coururent vers les balançoires, les tables de pique-nique ombragées, les chemins de pierre sinueux. Certains firent la queue pour voir la plaque, leurs doigts traçant le nom d'Émilie comme s'il s'agissait d'un signe sacré. Lisa et John marchèrent avec Émilie vers elle. Elle fixa l'inscription pendant un long moment, puis murmura « Elle est vraiment là ». Lisa s'agenouilla à côté d'elle. « Ça a toujours été le cas, dit-elle. Maintenant, ça a juste un nom. » Peter s'approcha en bondissant, déjà couvert de terre sur ses genoux, un large sourire sur son visage. « Émilie. C'est toi. » Émilie cligna des yeux. Peter a montré du doigt un groupe d'enfants sous les arbres. « On joue à chat. Tu as de belles jambes, Whitman. » Émilie regarda ses parents. Lisa sourit. John hocha la tête. « Vas-y, dit-il. » Émilie tendit Muffin à sa mère et s'enfuit à travers l'herbe. Des rires s'élevèrent derrière elle comme des oiseaux surpris en train de s'envoler. Sa tresse rebondissait à chaque pas. Pierre poussa un cri et courut. D'autres enfants le suivirent. Lisa se tenait à côté de John, son bras passant autour du sien. « Elle court à nouveau, » dit doucement John. « Elle est à nouveau légère, » répondit Lisa. « Et elle est à nous. » À proximité, l'infirmière Hélène se tenait à côté de Mary Blake. Tous deux regardaient dans un silence respectueux. « Je pense que ce parc a simplement guéri plus qu'une parcelle de terre, » a déclaré Marie. Hélène hocha la tête. « Moi aussi, je le pense. » À l'ombre de l'Arche de Rose, une mère souleva son enfant et lut la plaque à voix haute. Un homme, muni d'une canne, resta immobile, les yeux fixés sur le nom. Et bien au-delà de la place, dans des pièces autrefois habitées par la peur, la paix commença à s'installer à nouveau, comme la poussière après la tempête. Cette nuit-là, sous les couvertures, Émilie écrivait dans son carnet. Sa lampe de poche brillait doucement sur les pages. Aujourd'hui, je n'ai pas pensé au feu. Je pensais juste à courir. Et en riant. Et la lumière. Elle s'est dessinée au centre de la page, les bras tendus, les pieds en l'air, la lumière du soleil derrière elle. Dehors, la ville était à nouveau calme. Mais pas silencieux. Parce que même après que les flammes se soient éteintes, parfois la lumière reste. Et parfois, s'agrandit.